Est-ce que tu peux faire la bande-son de mon podcast, s'il te plaît, Romain ? Non, mais il y a quand même un petit peu de bruit, mais c'est parce que tu sais qu'apparemment, il y a genre l'équivalent de plus si c'était 10 hectares ou 20 hectares en France qui sont des hectares complètement vierges de tout bruit de société. En France. Parce qu'en fait, il y a très très peu d'endroits où tu peux aller vraiment juste t'isoler de tout son humain. Parce que t'as toujours un avion qui passe au-dessus de ta tête, parce que t'as toujours un oiseau qui chante. Ah non, mais du coup, ceux-là on les veut bien. Ceux-là, on les veut bien. Mais tu veux dire pas de couloir aérien, pas de couloir aérien, pas de bruit de la ville à cause d'un vent qui te porte le bruit de la ville qui est en dessous. Je crois que c'est en haute montagne que tu as le plus de chance d'avoir ce genre d'endroit. Mais il y en a très très peu en France. Tout ça pour te souhaiter la bienvenue dans le podcast, Romain. Eh ben merci de m'accueillir. Et comment ça va ? Bah ça va très bien. Je pense que tu peux regarder autour de nous. On est calme, on est vraiment super bien. Ouais. Alors, si vous avez de la chance, on vous fera un pivot de caméra à un moment parce que le podcast sortira aussi sur YouTube. On est dans la Forest House de Fago. On a été gentiment invités pour venir enregistrer ce podcast. Alors, on a une maison en A, donc les A-shape house derrière nous. On a un petit couloir en bois qui mène jusqu'à un bain nordique naturel juste derrière. C'est absolument magnifique. Voilà, donc on est très très bien accueillis. Et aujourd'hui, on va enregistrer un épisode sur l'entreprise régénérative. Est-ce que c'est un concept qui peut se développer ? Est-ce que ça existe ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est que de la billevesée marketing des grands groupes ? Ou est-ce que c'est faisable et à quelle échelle et comment ? On va aussi parler du coup de Fago et de ce que vous avez fait en tant que marque textile. Alors, on avait eu Florian Paluel, que tu connais sur le podcast de Pictures. C'est un super podcast, c'est intéressant. Effectivement. J'ai adoré. Et voilà, et du coup, l'idée, c'est de voir un peu comment est-ce qu'on fait pour être une marque dans le textile, avoir beaucoup de transparence, être conscient du chemin à parcourir et conscient du chemin parcouru. Et voilà, et du coup, je trouve que c'est une marque très inspirante et ça me fait très plaisir d'enregistrer cet épisode avec toi. Cool, j'espère que ça va être inspirant et pour toi et pour tous ceux qui nous écoutent. Donc, alors, j'en suis sûr. Et écoute, je te propose pour commencer de te présenter. Ça marche. Moi, je m'appelle Romain Tessel, ça fait 4 ans que je suis chez Fago. Je m'occupe de la communication et de la RSE chez Fago. Et un de mes grands sujets, c'est de suivre notre mission. Donc je pense que tu as déjà posé pas mal de questions à des sociétés à mission, en tout cas à des entreprises qui ont adopté cette qualité. On en fait partie, et donc qui dit adopter une qualité de société à mission, dit comprendre les tenants et les aboutissants de la mission, de suivre les différents projets liés à cette mission. Et puis tu l'as dit, se féliciter quand on a des succès et trouver des solutions quand on a des débuts d'échecs ou des échecs. Donc voilà, donc c'est ce que je fais ça depuis 4 ans chez Fago. Et ça m'amène aujourd'hui du coup à discuter avec toi de ce concept de régénération en toute humilité. Je ne vais pas te dire que je connais tout sur cette notion. Qui est récente, donc il y a peu de gens qui... Qui est plutôt récente. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était... via justement cette communauté des entreprises à mission en 2022. Donc sur le moment, j'ai pas eu un grand signal faible pour moi. Voilà. Et en fait, j'ai été invité en début 2023 par une société qui s'appelle Openland, qui a organisé une fresque de l'entreprise régénérative. C'était dans les locaux de la BPI à Nantes. J'y suis allé, ça, coup signal faible. Je suis un peu curieux, donc j'y vais. Et j'en ressors étonné, satisfait, mais toujours avec une compréhension moyenne sur le sujet. Et donc depuis, par plein de choses, plein de documents, des interventions, des tribunes, pro-durables, etc., j'essaie de me construire un chemin pour bien comprendre ce que c'est. Donc c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui. Écoute, trop bien. Est-ce que tu peux m'expliquer peut-être un peu ce que c'est que le concept de régénération pour une entreprise ? Alors, on entend beaucoup parler depuis plusieurs années d'entreprises durables, de produits durables, de process durables, responsables. On entend de plus en plus parler, et on en avait parlé avec Raphaël Mavigné qui était venu, qui vient de Circulaire, d'entreprises circulaires qui se basent beaucoup sur une économie circulaire. Qu'est-ce que c'est du coup qu'une entreprise et ou une économie régénérative ? C'est toute la question. Et oui. Ce que je peux te dire, c'est que
Déjà, dans régénérative, il y a régénération. Et qui dit régénération, j'ai essayé de le formaliser il y a quelques mois dans un post LinkedIn. Régénération, c'est une qualité du vivant. Donc, on est sur une notion qui est très ancrée à la terre, au sol. Et du coup, comme ça, première vue, un peu loin de l'entreprise. Voilà. La deuxième chose, c'est que derrière le mot régénération, il y a le mot écosystème. Qui dit écosystème dit plein d'éléments qui vivent les uns avec les autres, qui coopèrent. Et ça veut dire que l'écosystème, il se trouve bouleversé quand on enlève un. Voilà, je donnais l'exemple un peu bête. Voilà, on a un arbre, je sais pas, par exemple un arbre Fago là qui est devant nous. Il y a des arbres Fago aussi. Ouais. Un arbre, qu'il soit Fago ou pas, un bel arbre. Voilà, là on arrive dans la période de l'automne. Les feuilles des arbres vont tomber, en tout cas celles des feuillus. Cette feuille, elle va probablement nourrir un insecte, un animal, etc. Qui va digérer cette feuille, qui va libérer quelque chose de cette digestion, qui va nourrir le sol et peut-être, in fine, qui va renourrir l'arbre. Et l'arbre, au printemps, après avoir développé son système racinaire, va recommencer à développer son feuillage. Voilà. Donc ça, c'est un écosystème. Et on est lié au vivant. Maintenant, l'exemple de cet écosystème cassé où tu enlèves un élément, ça donnerait quoi du coup là sur cet exemple? Alors, si on enlève un élément, je sais pas, par exemple, la feuille ne tombe plus parce qu'il n'y a pas de feuille. Donc, potentiellement, il y a un animal, un insecte qui va pas être nourri ou il va manquer un nutriment dans le sol, qui va moins bien diversifier tous les éléments qui vont nourrir l'arbre, par exemple. Maintenant, je vais essayer de faire... c'est un peu comme ça que j'ai cheminé sur la démarche, de me dire, pour l'entreprise, qu'est-ce que ça donne? Et je te propose, je vais essayer de te décrire les 4 entreprises que j'ai en tête. Il y en a une qui est l'entreprise dite classique, que j'appelle un peu la vieille entreprise, qui est sur un modèle auto-centré. Donc, l'entreprise a son business model, elle produit, elle vend, son produit est potentiellement consommé, jeté. L'entreprise ne la réutilise pas, et donc va reproduire quelque chose d'autre, etc. Donc on est sur un modèle linéaire, c'est ce dont on s'est parlé un petit peu tout à l'heure au préambule. Voilà, entreprise banale. La deuxième, ça va être l'entreprise circulaire, donc c'est lié à l'économie circulaire. Elle est pareille, elle fait la même chose, sauf qu'elle va allonger la vie de ses produits, de ses services, et elle va essayer de récupérer des choses. Chez Fago, par exemple, on va proposer un atelier de réparation dans nos boutiques. Comme ça va allonger les produits. On va proposer de racheter les produits et de les revendre en seconde main pour que nos produits durent longtemps. Et puis quand ils sont trop usés, on va proposer une bande de recyclage, comme le fait pas mal de marques maintenant, tant mieux, pour favoriser les bonnes pratiques, pour que tous ces textiles trop usés soient réutilisés pour du bâtiment ou pour d'autres textiles, etc. Donc c'est ça la circularité, on recrée des produits à partir de déchets. Donc là, on sort de la version linéaire simple avec le terme d'utilisateur final qui est hyper évocateur de cette chaîne d'approvisionnement qui est vraiment d'un bout à l'autre avec de la création, de l'extraction, de la production, de l'approvisionnement, de la vente et de l'utilisation et du rejet, quoi. Tout à fait, c'est exactement ça. Et quand on parle de circularité, nous, chez Fago, je vais te donner l'exemple, c'est... qu'on essaye, alors on n'arrive pas à boucler la boucle totalement, mais par contre, quand on va recréer un produit neuf, au-delà de vendre de la seconde main et d'essayer d'augmenter ce pourcentage de vente de seconde main, dès qu'il y a un produit neuf, on va essayer d'incorporer partiellement ou intégralement justement ces matières recyclées pour que la boucle puisse continuer. Voilà. Donc ça concerne à date 80% de nos pièces qui sont partiellement ou intégralement conçues à partir de ces matières recyclées, tout type de matière. Donc ça, c'est l'entreprise circulaire, l'économie circulaire. Et elle rentre très bien donc dans quand on reprend cette notion d'écosystème, dans une notion qui est l'écosystème durable. Donc une entreprise circulaire peut être dans un écosystème durable, c'est-à-dire qu'elle vient s'implanter dans un écosystème et elle vient limiter son impact sur tous les autres éléments autour d'elle. Donc voilà, elle vient le limiter, le réduire, elle va essayer de pas trop intervenir dans cet écosystème. Venons-en au sujet du jour, la régénération. L'entreprise régénérative, si elle existe, ça voudrait dire que elle vient dans l'écosystème
qu'elle, bien sûr, limite son impact sur l'écosystème. Mais c'est vrai qu'il y a tout un pan qui est de la sobriété qu'on n'a même pas évoqué en plus dans linéaire et circulaire. Tout à fait. Autre sujet qui rentre aussi dans cette notion de régénération, mais là, elle rentre dans l'écosystème, elle réduit l'impact, mais elle va plus loin que ça, c'est-à-dire qu'elle apporte une plus-value, elle vient remplacer ce qu'elle a pris, et donc en fait, elle est totalement transparente dans cet écosystème. C'est-à-dire qu'elle va reproduire ce qu'elle aurait pu enlever, elle va le reproduire à l'identique ce que l'écosystème avait déjà. C'est l'entreprise Sioux. Je sais pas, marche sans laisser de traces. Et voilà. Non, mais c'est vraiment, c'est ça, c'est pas de traces. Donc, je vais donner une idée de concept. Je sais pas si ça existe. Je dois avouer que j'ai vu des photos, ça a l'air très beau, mais j'ai du mal à me faire l'idée que ça puisse exister. Si peut-être il y a certains auditeurs du podcast qui pourront peut-être donner des exemples, mais c'est le concept de l'usine forêt. L'usine forêt, c'est ça, on vient s'implanter dans un écosystème et on va par mimétisme, on va parler aussi beaucoup de biomimétisme, de faire ce qu'il y avait à cet endroit-là, je dis n'importe quoi, une colonie de coccinelles à cet endroit-là parce que la biodiversité le permettait. Bah, ça veut dire que l'entreprise, quand elle va s'implanter, ne pourra pas enlever ces coccinelles-là et donc devra faire en sorte qu'elle puisse évoluer dans ce concept d'usine forêt. Est-ce que tu penses, du coup, tu disais l'entreprise régénérative, si elle existe, est-ce que tu penses que des entreprises comme Fago pourraient devenir à terme des entreprises régénératives ou qu'est-ce qui les empêcherait de le devenir? J'adorerais dire oui et j'ai pas envie de dire non. Mais je pense que la question, elle est trop vaste. Parce que dans une entreprise, en fait, une entreprise, qu'est-ce que c'est? C'est une chaîne de valeur. C'est des milliers de process, des petits processus qui viennent s'ajouter les uns aux autres. Et aujourd'hui, mathématiquement, pour dire que toute une entreprise peut devenir régénérative, ça voudrait dire que y a une grande majorité de ces processus qui le sont. Or, aujourd'hui, quand on est loin de la terre, du sol, du vivant, je sais pas, je me suis posé la question, une entreprise de service, une banque, une assurance, j'en sais rien, est-ce qu'elle peut l'être? Je sais pas. Nous, chez Fago, on va utiliser de la matière première pour créer des vêtements. Qu'elles soient recyclées ou non, on va en utiliser. À partir de ce moment-là, on a forcément dans la chaîne de valeur, plusieurs processus qui se rapprochent du vivant. Ça veut dire que oui, peut-être que demain, dans le cadre de ces processus-là, on pourra peut-être trouver des procédés régénératifs. De là à ce que tout Fago le soit, peut-être, j'espère. À date, ça me paraît bien compliqué. Donc une entreprise régénérative, si elle n'est pas directement liée dans son objet social au travail du sol, ce qui est probablement le plus concret, pourrait pas devenir régénérative. En revanche, elle pourrait avoir peut-être des process régénératifs au sein de sa chaîne de valeur. Ça pourrait être le cas, effectivement. Entre guillemets, les limites de cette notion-là, il y en a plusieurs. Je ne sais pas si je l'ai encore cité, mais dans toutes mes recherches, j'ai pu évidemment lire une des tribunes d'une agence bien connue qui s'appelle Utopie, qui a été publiée dans Le Monde pendant l'été 2023, qui disait attention à cette notion. Il y a des phénomènes de mode sur les sujets RSE. Attention à cette notion de régénératif, parce que il va être utilisé comme un mot valise, un mot fond, comme l'a été le RSE, durable. Exactement. Et donc, je pense qu'ils ont vu assez juste, faire assez attention avec ce type de notion. Donc, c'est pour ça que je pense pas que peu importe l'entreprise, aujourd'hui, pourra se déclarer régénérative comme ça. Il n'y a pas de législation, il n'y a pas de définition déjà. C'est très très proche de ce qu'on voit fleurir avec la neutralité carbone, où tout le monde est neutre en carbone, parce que leur activité ne l'est pas, mais qu'il y a une compensation par ailleurs. Voilà, il y a une contribution qui permet, entre guillemets, de l'être et en tout cas de participer à ça. Donc sur la régénération, ça va être un peu la même chose. Et donc cette tribune, elle est très claire sur le sujet et je la partage assez. C'est attention à comment on avance. Et d'ailleurs, elle retrace, il me semble, en introduction, d'où ça vient vraiment de l'agriculture régénérative, qui avait été notion qui avait été utilisée pour faire pour aller à l'encontre de l'agriculture entre guillemets bio, mais de manière industrielle, intensive. Et donc voilà, et donc ça
ça voulait dire on avance, on fait de l'agriculture, mais on fait attention au sol, on refuse le labour, on fait attention à comment on sème, de laisser reposer les sols, on fait attention aux hommes et aux femmes qui travaillent sur ces sols, etc., etc. C'était ça la notion de régénération. Et d'ailleurs, ça a donné lieu à un des exemples à date à une certification pour de la matière, notamment dans le textile, qui était la certification ROC. Pardon, mon accent, ça va être terrible, mais c'est régénérative Organic Certified, qui permet de certifier, labelliser certaines matières pour dire qu'elles ont été faites dans ces conditions. Donc hyper intéressant. Et puis j'ai pu découvrir aussi que la gestion de nos sols sur Terre, en France et sur Terre, était primordiale. Parce que nos sols stockent du CO2, beaucoup de CO2, et que à force de labourer ou travailler trop en profondeur, transformer nos sols, on perd la capacité de captation carbone. Et tu vois, avec ce que tu dis, on a l'impression que l'entreprise régénérative, elle est très très liée au sol, à la biodiversité. Et moi, ce que je lisais, c'était aussi qu'il y avait quand même un vrai truc autour de, donc effectivement, la restauration de la biodiversité, mais aussi la circularisation des ressources non renouvelables, mais aussi le respect des droits humains, la création d'emplois porteurs de sens, de dignité, et que tout ça, ça rentrait dans une entreprise régénérative. C'est-à-dire que une coopérative agricole qui traite mal ses salariés, potentiellement, elle n'est pas régénérative à cause de ça. Alors, je pense qu'effectivement, tu peux le prendre au sens plus large. Je me suis posé la question, est-ce que, je l'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'un service, une entreprise de service peut être régénérative? Est-ce qu'un produit, parce que c'est la première question que je me suis posée chez Fago, évidemment, comment on pourrait dire qu'un produit est régénératif? Pas facile. On se l'est dit, il y a toute une chaîne, matière, transformation, transport, entreposage, distribution, deuxième vie. À part avec de la contribution par ailleurs, c'est compliqué. Voilà. Contribution donc à la création d'un écosystème, exactement. Un peu ce que vous faites avec les forêts depuis 2006-2007, quoi. Tout à fait, exactement. Et pour aller un peu plus loin, je me suis posé donc le produit, et puis je me suis dit, est-ce que, par exemple, un service RH pourrait dire, nous on fait, je sais pas, du salarié, comment dire, on embauche un salarié et il est managé de manière régénérative, comment ça peut se passer? Je me suis posé toutes ces questions. Tu as raison, je pense que c'est tout un écosystème. Il y a aussi d'ailleurs une notion, on n'a pas du tout parlé aujourd'hui, c'est que dans cette fameuse fresque de l'entreprise régénérative, ça prenait la forme d'un rond, et il y avait plusieurs cercles qui allaient des bords jusqu'au milieu de ce rond. Autour, il y avait donc un peu tout ce qu'on connaît aujourd'hui en entreprise. On devait lister par exemple les actions de mesure de l'impact. Tu les connais, bilan carbone, changement environnemental, etc., etc. DIAG, dans tous les secteurs. Deuxième cercle, donc ça c'est chez les bords. Deuxième cercle, orienté vers le centre, il y avait toutes les actions de réduction de l'impact. Donc là, on peut se parler de réduction, je sais pas, utilisation de matières recyclées, juste sobriété, etc. Bon, il y a plein de choses. Un peu plus encore au milieu, il y avait la contribution. Donc là, on vient d'en parler aussi. Et vraiment, tout au centre, la régénération. On n'a pas trouvé un seul exemple de qu'est-ce qui pouvait être régénératif. Parce que trop de processus. Tout ça pour te dire pourquoi tout ça? Parce que atteindre le rond là, au milieu de ce rond, ça voudrait dire pouvoir arriver à respecter toutes les limites planétaires d'un seul tenant. C'est ça aussi, un écosystème, c'est plus regarder un seul indicateur, c'est regarder tous les indicateurs. Et ce serait quoi les indicateurs dans le cas d'une entreprise régénérative à regarder? Parce que du coup, c'est peut-être ça aussi. Si tu ne trouves pas, c'est peut-être parce que tu n'as pas les bons indicateurs, parce qu'on ne sait pas trop où regarder encore. Ça va être un peu tout ce qu'on se liste à date en entreprise, enfin ce qu'on se liste, mais on a du mal à agir dessus. Ça va être la biodive. Donc, trouver un indicateur sur la biodive aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est très local. Voilà.
ça va être l'eau, ça va être tous les gaz à effet de serre dont le carbone peut faire partie. Ça va être, je pense que tu peux avoir une notion de social, ce que tu nous as donné, ce que tu as dit juste avant. Donc voilà, donc ça va être ça aussi. Hein. Entre guillemets, si elle existe, l'entreprise régénérative, ça va être comprendre ces enjeux vis-à-vis de ses limites planétaires. Voilà. Et d'ailleurs, peut-être pour le devenir, la première chose à bien comprendre, c'est quel est mon business model et finalement, qu'est-ce qui ne va pas dedans. Et quel serait peut-être mon business model dedans. Tu vois, en parlant de business model, bon là, ce sera peut-être la question piège. Attention. Moi, je pars. Alors. Mais vas-y, je la pose et puis tu reviens juste après. Non, mais du coup, en préparant cet épisode, je suis tombé sur une étude d'un économiste qui s'appelle Robert Costanza, qui travaillait justement sur le sujet de cette partie économique et business model de ces entreprises-là, et qui expliquait que le potentiel des services écosystémiques rendus par la Terre, donc en gros, ça veut dire tout ce qu'aujourd'hui on ne paye pas, mais qui sont des ressources qu'on peut récupérer grâce à la Terre, parce qu'elles sont... je sais pas, on peut parler du bois, on peut parler de toutes les énergies fossiles qui sont des biens produits par la Terre, mais qui aujourd'hui sont gratuits, entre guillemets, parce que le coût de ces énergies, c'est le coût de leur extraction et le coût de la logistique qui va avec, en gros, pour les pays qui les exploitent. Et le potentiel de ces services, c'est 125 000 milliards de dollars chaque année. Donc ça, c'est en gros 1,5 fois la valeur du PIB mondial. Donc si j'essaye d'être un peu plus clair, en gros, ça veut dire que à chaque fois qu'on produit 1 euro de PIB, que cet indicateur soit valable ou pas, on a besoin d'1,5 euro de nature. D'accord. Dans un concept d'entreprise régénérative, est-ce que dans l'économie, on doit intégrer du coup ce coût environnemental, ce coût de la ressource pour avoir une entreprise qui soit beaucoup plus respectueuse? C'est effectivement une question piège. Ouais, je sais. Et je vais essayer. je vais essayer de répondre avec ce que j'ai. C'est que déjà, dans le concept, entre guillemets, de régénération, d'entreprise régénérative, comme tu es, entre guillemets, sur une sorte d'ère juste réduction de l'impact, que tu vas plus loin que ça, que tu dois prendre en compte vraiment toutes les limites planétaires, ça voudrait dire qu'effectivement, ce que tu prends sur Terre, ou la manière dont, je sais pas, tu utilises le soleil, en fait, tout ce que la nature te donne est censé être valorisé, comme l'entreprise. On va vite arriver sur des sujets de compta, de financement, euro, / pas carbone, mais limite planétaire, du coup. Ouais. Mais du coup, on arrive sur ce type de thématique-là, effectivement. Ça voudrait dire qu'on doit donner, au même titre qu'on donne, je sais pas, une valeur à un actif ou à une immobilisation, une valeur à ce qu'on va puiser. Aujourd'hui, le gros thème, c'est l'eau. C'est-à-dire que l'eau en tant que bien commun, oui, mais est-ce que des grosses sociétés peuvent puiser cette eau pour pouvoir produire leur revenu de façon gratuite parce qu'ils ont accès à une nappe phréatique et du coup ils ont le droit de la puiser? Ou est-ce qu'ils doivent payer une redevance à la collectivité parce qu'ils utilisent cette eau? Ou est-ce qu'ils doivent être limités dans leur consommation parce que du coup c'est le bien commun? Et voilà, il y a toute cette partie-là où je pense que dans le principe de régénération, il y a une valeur économique à donner à ce bien. C'est exactement ça. Après, qui doit donner la valeur? Ouais. Je veux dire, qui suis-je pour pouvoir déterminer ça? Mais oui, clairement, ces notions-là, tout ce qui était gratuit hier ne pourra forcément plus l'être un jour. Moi, ce qui me fait peur, c'est que si on se dit 1,5 euro pour 1 euro de PIB, 1,5 euro de nature pour chaque 1 euro de PIB produit, ça veut dire que globalement, le coût de la vie dans un pays comme le nôtre est censé être 2,5 fois plus cher. En gros. En gros, oui. Mathématiquement, oui. Je pense que si on revient sur le sujet, un tout petit peu, je retourne un petit peu en arrière. Parce que là, on est vraiment, on va très très loin dans la vision, etc. Mais déjà, par exemple, je vais te donner plutôt mon quotidien. Déjà, rien que chez Fago, le but du jeu, c'est de se dire comment on est actuellement. On fait des choses très bien, il y a des choses qu'on fait moins bien. Voilà, on avance comme ça. Déjà, on est en train de se dire, au vu des différentes perspectives que l'on va connaître, comment ça peut déjà pouvoir impacter notre business model demain et comment on peut préparer ça. Déjà, ça peut être la première chose. Voilà. Donc, au-delà, l'entreprise régénérative, c'est une notion, c'est une vision.
j'ai pas envie de dire que c'est un mythe, parce que j'ai pas envie non plus de décrédibiliser cette notion. Il faut pas que ça devienne un mot valise, comme le dit Utopie. Par contre, je pense que c'est une bonne vision. C'est une bonne piste pour travailler. Voilà. Si l'entreprise doit se l'accaparer, il faut qu'elle réfléchisse concrètement déjà à son business model, comment elle devra, parce qu'il y en a qui réfléchissent, mais il y en a peut-être qui l'ont pas encore fait, mais un jour elle devra pivoter, il devra pivoter ce business model. Et je pense que c'est déjà ce qui nous attend à court terme, au-delà de toutes les trajectoires, de tout ce qu'on essaye de faire sur l'ère de la réduction, pour arriver à cette régénération, ça va être ça, enfin si elle existe, encore une fois, ça va être ça. C'est d'abord se pencher sur son business model et avancer. Parce que nos business models impactent. Mais malheureusement, les conséquences aussi de tout ce qui a été fait va nous impacter aussi. Puisque tu parlais de Fago, c'est quoi les grands principes que vous avez mis en place, puisque du coup tu dis c'est une bonne vision, est-ce que dans cette vision tu t'es dit ok, avec certains partenaires c'est quelque chose que j'essaye de mettre en place, avec quel partenaire, comment Alors à date, encore une fois, moi la notion je la vois en signal en théorie, en 2022, je l'entends suite à un comité de mission chez Fago en tant qu'entreprise à mission. Donc dans les comités de mission, on a la chance d'avoir des acteurs extérieurs qui nous challenge, qui nous parlent de pas mal de choses, de ce qu'ils ont entendu, de ce qu'ils ont vu. Donc, deuxième signal à ce moment-là, mes recherches personnelles, la tribune d'Utopie. Donc, ce serait mentir. On est aujourd'hui tout début octobre 2023. Ça fait moins d'1 an, du coup, que je suis sur le sujet. Ce serait mentir de dire que ça y est. Et la vérité, c'est que moi, j'ai fait quand même pas mal de recherches pour préparer l'épisode. Et que la majorité des articles que j'ai trouvés, alors peut-être que je ne sais pas chercher sur Google, mais a priori j'ai quand même un peu d'expérience là-dessus. Je pense que ça devrait mais beaucoup d'articles que j'ai trouvés, c'était des articles bien sourcés, du Cairn, enfin vraiment des vrais articles de recherche. Et en fait, on parlait d'entreprises régénératives pour des très grosses boîtes comme Renault, comme Danone, comme Nestlé. Et du coup, j'étais hyper impressionné et surtout hyper étonné que ce soit ces entreprises-là qui soient ou alors à la pointe, ou alors qui se soient accaparé le terme et qui aient réussi à le faire être délayé dans des études, tu vois. Je me permettrai pas de dire si c'est le cas ou pas, mais ce que je peux te dire, c'est que ça voudrait dire que dans toutes ces entreprises citées, la majorité des actions le sont. À date, ça voudrait dire qu'on ne bouleverse pas, encore je le reprends, hein, c'est un écosystème dans lequel on rentre, sur lequel on limite les impacts et on ne détériore aucun élément de l'écosystème. Donc c'est... Je veux dire, à part à date, ce concept d'usine forêt, s'il existe, et ou l'agriculture. Ouais. Non, mais pour te dire qu'effectivement, je trouve qu'il n'y a pas énormément d'expérience, même d'insight sur la lecture scientifique là-dessus. Là, le truc que je voyais, c'était Renault choisit le roi, qui en gros est une société de Renault qui fait du recyclage de moteurs, de pièces détachées, etc. Ce qui leur permet effectivement d'économiser 80% d'énergie, 90% d'eau en moins et une grosse partie des pièces détachées. Mais en revanche, avec ce que tu as expliqué, on est complètement dans la réduction, on n'est pas du tout dans la régénération. Et pourtant, il parlait d'entreprises régénératives sur cet article scientifique, tu vois. Donc effectivement, je pense qu'on manque encore énormément de recul là-dessus. C'est toutes les limites de la notion. Les avantages de la notion, c'est qu'on sort aussi de développement durable. On le sait quand on travaille sur le sujet, j'imagine que ceux qui écouteront le ressentent aussi parfois. C'est ce côté hyper anxiogène. En fait, on a une sorte de dépression chronique quand on travaille sur le sujet parce que tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit, voilà, c'est compliqué. Et sortir un peu de ce durable pour arriver sur cette régénération, je trouve ça hyper optimiste. Ça, c'est un peu des avantages de la notion. Les limites, c'est qu'il n'y a aucun exemple concret à date, qu'il n'y a pas de définition concrète. Donc voilà. Moi, par exemple, on a essayé chez Fago sur un tout petit processus de le faire. Ce sera sur un produit qui sortira un peu plus tard, début 2024. C'est d'essayer, dans une des matières utilisées, de récupérer du CO2 industriel pour le retransformer en matière. Voilà. Donc ça voudrait dire qu'en fait... En matière
en matière, En textile. en textile. Voilà. Donc en fait, il est liquéfié, ça devient de l'éthanol, et ensuite on le réinjecte du coup, et on crée une On va matière faire avec ça. une sorte de polyester. Une sorte de matière synthétique, effectivement. Voilà. Effectivement, ça va être assemblé avec un polyester recyclé qui va lui permettre de lui donner la forme. Et on est sur un tout petit pourcentage. C'est pour ça que je parle d'un processus potentiellement régénératif. Pour autant, ça ne veut pas dire que voilà, la paire de chaussures le sera parce qu'il y a du transport, parce qu'il y a du caoutchouc naturel recyclé dans la semelle, etc. Et que tous ces autres processus ne le sont pas forcément. Donc peut-être que c'est ça aussi demain, ça va être lister les processus et voir lesquels peuvent être remplacés pour arriver à ce genre de Graal. On peut peut-être parler de Graal, qui peut être la régénération. Pardon. Ouais. Mais tu vois, c'est ça que j'aime bien chez vous, chez Fago, c'est parce que tu dis non, j'ai entendu parler de la notion il y a 1 an, non, on n'a encore rien fait, et puis en fait finalement tu me dis bah si, on est en train de tester un truc, alors que j'aurais posé la question à n'importe quelle autre marque, il m'aurait dit oui, on fait des trucs super, on a même commencé à réintégrer un truc dans le... Non mais c'est vrai, alors que c'est 0,5 ou 1% du volume de vente ou de la... Et du coup je trouve ça intéressant qu'il y ait cette transparence et ce... On fait des trucs super, hein, mais voilà, non mais voilà, en fait c'est ça qui est intéressant, mais c'est pour ça que je dis... je pense qu'il faut garder la notion en tête, avoir cette vision, essayer de la suivre, essayer de comprendre, bien sûr, continuer de s'y intéresser et voilà, et avancer comme ça. Et chez Fago, puisqu'on commence à en parler un peu, vous étiez parmi les premiers à commencer à faire de la compensation quand vous vous êtes lancé. Je pense que ça n'avait pas autant le vent en poupe et surtout ça n'avait pas autant de mauvais crédits qu'aujourd'hui. Est-ce qu'on vous est tombé dessus sur le fait de faire ça, ou est-ce que ça a toujours été quelque chose qui vous a séparé de façon positive du reste du marché ? J'avoue ne pas avoir une réponse très concrète sur le sujet. Seule réponse, en fait, peu importe si l'arbre a bonne presse ou pas bonne presse, c'est pas vraiment la question. En fait, chez Fago, on est persuadé depuis le début que non seulement ça contribue effectivement à cette neutralité carbone, et on est aussi persuadé que s'il y avait plus de gens qui allaient dans des forêts, qui découvraient le bienfait des forêts, et tout le monde serait plus heureux et les forêts seraient d'autant plus protégées, gérées, aimées. Voilà. Donc les arbres qui sont plantés par Fago, donc là il y en a juste en face de nous, juste derrière, là, tu vois, près du panneau. En fait, ils sont super importants, et je suis d'ailleurs très content que tu sois là, dans la Fago Forest House, juste devant enregistrer le podcast, que tu puisses profiter aussi de cet écrin-là, parce que potentiellement, tu vas revenir et tu vas dire à tout le monde, ouais, j'ai été dans la Fago Forest House, j'étais au milieu des arbres, c'est vrai que c'était calme, j'ai pu voir des animaux, je me suis intéressé à telle ou telle essence d'arbre, etc. Et c'est un de nos buts depuis le début de le faire. Si tu veux, je peux même rejoindre la notion de régénération. Depuis peu de temps, on travaille sur certains projets. Donc, il faut savoir que nos forêts, il y en a à peu près 300, 350 peut-être en France. On essaye d'être à 1 heure de chaque grande ville, chez des propriétaires, dans des collectivités locales, justement pour que les gens puissent aller les voir. Donc dans vos forêts, c'est les forêts que vous avez plantées et qui sont censées être gérées, donc c'est-à-dire qui peuvent être utilisées pour de la scierie ou pas du tout ? Sur certains projets, potentiellement à X temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que, parce qu'on aime bien aussi les objets en bois, le bois c'est hyper important, donc voilà. Nous, on croit au management des forêts. C'est pas nous qui plantons les arbres, c'est notre pépiniériste, les pépinières Naudet, qui nous accompagnent depuis le début de Fago. Nous, fait de la mode, plante des arbres. Voilà. Par contre, ils ont un cahier des charges très strict sur qui est-ce qu'on subventionne, quels sont les terrains, qu'ils doivent être entretenus pendant plusieurs années, 10-15 ans, qu'on puisse, nous, les géolocaliser pour dire à nos clients ou nos visiteurs, vous pouvez aller voir tel lieu, telle plantation, telle forêt, etc. Et donc, il y a tout type de projet. Donc accessible, pas forcément sur des propriétés privées ou... Alors, elles sont sur des propriétés privées, mais il y en a qui sont accessibles. On peut les voir. D'autres qui sont moins, parce qu'effectivement, entre plusieurs parcelles, tout est notifié sur le site, sur une map. Ce qu'on veut, nous, c'est vraiment multiplier les projets. Donc, il y a du boisement, il y a du reboisement, il y a de la création de haies. Et depuis 2 ans maintenant, on a nos premiers projets d'agroforesterie où on va planter du coup des arbres pour aider des agriculteurs sur du rendement agricole. Ça peut être
pour le moment, il y a beaucoup de haies. Ouais. Donc voilà. Mais demain. Il faut savoir qu'on a perdu 70% des haies en France depuis 50 ans, je crois. Et que c'était Je des. ne peux pas confirmer ton chiffre. Mais... Non, mais prenez-le avec des pincettes. Voilà. mais il me semble que c'est un chiffre d'une teneur assez marquante comme ça. Mais oui, il y en a de moins en moins. Et donc, du coup, nous, on commence à participer pas mal à ces projets-là. Et demain, à la plantation directement dans les parcelles. Pour améliorer la captation d'eau, la purification des sols, etc. Donc il y a une notion très en local sur, par exemple, l'agroforesterie. On n'est pas sur de la régénération, mais on y est presque quand même, parce que du coup, planter un arbre égale recréer une biodiversité locale et du coup, finalement, dans cet écosystème, ajouter la petite plus-value qui a potentiellement été enlevée un jour. Ouais. Mais là, on est plutôt dans de la contribution parce que c'est à côté de votre activité principale. Mais potentiellement, ça veut dire que le propriétaire ou le pépiniériste qui lance le projet contribue lui aussi, régénère ses terrains. Voilà. Donc on est aussi sur cette notion-là pour Fago de contribution. Ouais. Et cette transparence que vous avez, est-ce que tu as l'impression que ça a été un frein, plutôt un vecteur de croissance pour Fago ou est-ce que vous auriez pu avancer plus vite si vous aviez été une entreprise peut-être un peu moins sincère au démarrage? Enfin, quand je dis sincère, non, il y a plein d'entreprises qui ne sont pas méchantes, mais je veux dire, genre, si vous n'aviez pas eu autant d'engagement, autant de missions dès le démarrage, est-ce que tu penses que vous auriez pu aller aussi vite ou plus vite? Moi, je suis là depuis 4 ans, je ne vais pas refaire l'image du passé. Ce que je sais, c'est que Fago, et c'est aussi pour ça d'ailleurs que je postulais, comme tous les gens chez Fago, et que j'y suis et que je suis très heureux, c'est une entreprise qui, nativement, a voulu faire différemment. Et ça suit l'entreprise jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on aurait pu faire mieux et plus vite si on n'avait pas eu ça? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que en 2019, on prend une vraie posture en devenant la première entreprise de mode en France à avoir cette qualité de société à mission, suivie par plein d'autres entreprises de tout secteur, et c'est très bien. Et dans la foulée, de forcer et d'aller directement vers cette certification B Corp. On est en cours de recertification aujourd'hui. Voilà. Et en fait, j'ai vu que vous cherchiez quelqu'un pour vous accompagner là-dessus. Si ça intéresse des auditeurs. Voilà, avec plaisir. N'hésitez pas, contactez-moi. On a l'entreprise, la qualité de société à mission qui va montrer la posture de Fago. Voilà ce qu'on veut être. Et on a ce B Corp avec la note, alors ça va peut-être évoluer un jour, mais avec cette note qui vient dire voilà le test, voilà la note suite au test, voilà où on en est. Voilà. Et donc j'ai envie de dire, plus la note augmente, plus notre posture du coup est tenue. Voilà. Et la régénération dans tout ça, ça va être une des trajectoires, une des visions qu'on veut, qu'on pourra peut-être emprunter un jour, mais en tout cas on essaye de tendre vers ce Graal. B Corp va être un Graal pour nous un jour. Voilà, maintenant il y a plein d'autres choses qui le sont et on va essayer de tendre vers ça. Et avant régénération, du coup, si c'est plutôt une vision, plutôt une mission, c'est quoi les grandes actions alors est-ce que c'est de la réduction du coup ou que toi en tant que responsable mission RSE, tu mènes un peu au quotidien? Quels sont les grandes, peut-être tes 3 grands piliers quoi? Alors les 3 grands piliers, nous on a un très grand pilier chez nous, ça va être d'engager notre génération contre le dérèglement climatique en s'habillant. Parce que, à date, en tout cas, de faire tout nu, c'est plus dur. Il n'est pas prévu qu'on aille au bureau tout nu, donc on va continuer de s'habiller. C'est quoi le podcast? Les gens tout nus, là, c'est les culottés? Ah, je sais plus. Il faudrait que je le retrouve. Jérémy doit savoir. Comme on n'a pas prévu d'être nu, du coup, le but, c'est d'arriver à faire les deux en même temps. Et en fait, au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vraiment bien maîtriser le business model, comprendre où on en est sur les différents schémas d'approvisionnement, les différentes matières utilisées, parce qu'on sait que l'impact du produit dans un bilan carbone, c'est 80% du problème de la matière. Dès lors qu'on a banni l'avion, évidemment, comme nous, qu'on utilise des matières recyclées, en fait, ça va être vraiment ça, les processus de transformation, etc. Donc, ça va être bien sûr le choix des matières et ça va être mieux travailler avec nos parties prenantes. Donc là, je rejoins un petit peu ce que disait Florian de chez Picture.
c'est comment on arrive à améliorer le travail chez les différents fournisseurs de rang 1, 2, etc. En se regroupant, en coopérant. Une des notions aussi de la régénération, c'est coopérer. Comment on avance comme ça. Ça va être les grands chantiers aujourd'hui pour vraiment réduire l'empreinte carbone. Et peut-être demain, innover, du coup, pour atteindre cette espèce de notion d'entreprise régénérative. Voilà. Écoute, super. Avant qu'on termine cet épisode, est-ce qu'il y a un dernier truc que tu voulais dire aux auditeurs ou un message à faire passer, une conclusion sur le sujet ou sur Faguo? Alors, en quelques mots, je dirais, chacun avance, c'est le principal, pas à pas. Nous, on pense vraiment, et personnellement, je pense que ça sert à rien de faire des trop grands pas en avant pour devoir en faire 2 en arrière derrière. Donc, il faut avancer sereinement, bien lier business model, impact, quand on est une entreprise, pour pouvoir vraiment changer les choses. C'est la première chose. Et après, je vais citer une personne qui m'a aidé dans mes recherches, qui s'appelle Nicolas Casaglia, qui avait un très joli poste dans une belle entreprise en RSE, qui fait une thèse, il me semble à l'ESCP, sur le sujet de l'entreprise régénérative. Et en cours d'un échange, il m'a dit, et ça fera une très bonne conclusion, comme on ne sait pas vraiment finalement ce que c'est, alors il recherche, donc il va sûrement trouver quelque chose, mais comme on ne sait pas encore ce que c'est l'entreprise régénérative et qu'on ne comprend pas bien ce concept, on devrait peut-être déjà commencer par regarder dans nos entreprises et dans les chaînes de valeur de nos entreprises, qu'est-ce qui est dégénératif, et pouvoir déjà commencer à corriger ça avant d'aller chercher, en effet... Partir au combat contre les processus dégénératifs, j'avais lu. Voilà. Voilà. C'est une très bonne conclusion. Merci beaucoup Romain pour cet épisode. Je vous invite vraiment à aller sur YouTube si vous êtes encore là, juste pour aller voir les locaux dans lesquels on est. On est à la Maison Villeneuve avec la Faguo Forest House. C'est absolument magnifique. On est au calme, on a enregistré cet épisode dehors. J'espère que vous entendrez bien les cuicuis des oiseaux. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao Romain. Beaucoup. Salut. À bientôt. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.